Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans En route pour demain. Au sommaire cette semaine, le métavers industriel chez Renault, l'essai du BMW X1 et puis des stations de recharge à hydrogène. C'est le programme de votre émission dédiée à la mobilité. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine sur BFM Business le week-end et sur Tech & Co en multidiffusion. Et on va d'ailleurs commencer cette émission par de la tech. Renault a dévoilé il y a quelques jours son projet de métavers industriel. Julien Bonnet et Jean-David Duhart ont plongé dans le nouvel outil numérico-industriel du constructeur français. Des avatars, des jumeaux numériques ou encore de la réalité virtuelle, le tout dans le métaverse. On n'est pas dans le dernier jeu vidéo à la mode, mais bien à l'usine Renault de Flins dans les Yvelines. Le constructeur français il présente aujourd'hui le premier métaverse industriel. Qu'est-ce que c'est? Finalement, ça va être une énorme collecte de données qui vont permettre d'optimiser la production, de réduire les coûts et l'empreinte carbone. Donc tout ça, on en parle avec le directeur Industrie 4.0 chez Renault, Éric Marquiol. En fait, il y a 4 dimensions pour réussir finalement pour nous à faire un métavers industriel. Première dimension, c'est la connexion, donc à la fois de nos équipements, avec plus de 9000 machines connectées, 10 000 capteurs d'énergie, aussi la connexion de nos équipes opérationnelles sur le terrain, avec des écrans pour tous nos opérateurs, pour leur donner les informations, la connexion de nos chefs d'équipe, de toute la ligne de management. Ça, c'est le premier item, la connexion est la première dimension qui est fondamentale. Deuxième dimension, c'est le jumeau numérique avec la conception, le lien avec la conception en amont, la digitalisation de nos process et le fait qu'on arrive maintenant donc, à avoir des avatars du monde de physique, de nos équipements, de nos opérations, de nos flux, de notre supply chain. Ça, c'est la deuxième dimension. Troisième dimension, c'est l'écosystème élargi. On va au-delà des murs d'usine, comment on se connecte à nos fournisseurs, comment on est capable de suivre toute notre supply chain étendue, avec 90% de nos camions qui arrivent dans les usines qui sont connectés. La même chose sur le transport aval sur nos voitures, avec plus de 700 000 voitures qui sont suivies en tracking, et le captage des données externes. Donc ça, c'est la troisième dimension. Et la quatrième dimension, c'est toute la tech qui fait fonctionner ça. Finalement, c'est notre plateforme de métaverse avec des technologies très innovantes de modèles acteurs inspirés et copiés du monde en partie du gaming, mais pas que. Voilà. Et c'est l'ensemble de ces 4 dimensions qui fait qu'aujourd'hui, en 2022, on bascule, nous, dans une nouvelle phase de transformation avec le métavers industriel. Et la force de ce projet, finalement, c'est d'avoir créé des jumeaux numériques, mais de les avoir reliés les uns aux autres et d'avoir vraiment une vue globale. Finalement, c'est sur toute la production de Renault à travers le monde. Tout à fait. Donc c'est pas juste dans un atelier, dans un endroit. Voilà, on est passé au-delà du purgatoire d'époque. Grâce à cette captage de la donnée, on est capable de copier des solutions d'un endroit à un autre très facilement parce qu'on a mis en face cette infrastructure. Et donc on est capable de passer à l'échelle grâce à cette infrastructure. Et qu'est-ce que vous pouvez nous citer finalement comme cas d'usage pour améliorer par exemple la performance au sein des usines du groupe Renault? Alors les premiers exemples évidents, c'est sur la performance, on va dire, de nos lignes de fabrication dans des systèmes complexes. On va diminuer les rebuts, on va augmenter le taux d'efficacité. Capter les données dans une machine, pas mal de monde savent le faire. Nous, on va le capter sur l'ensemble de la chaîne de manière à inférer et à retrouver les meilleurs paramètres sur l'ensemble de la chaîne de fabrication pour optimiser l'ensemble. Et c'est ce qui fait un peu le caractère unique de ce qu'on a fait, c'est cette standardisation des données et le fait de relier tout ceci ensemble. C'est-à-dire que chaque objet a un nom unique, on est capable de copier une solution dans une usine de Valladolid, dans une usine en France et réciproquement, et de faire ce benchmark. Donc j'avais cet exemple sur l'optimisation des process. Deuxième exemple, c'est sur la qualité.
qualité de nos points de soudure, avec le fait qu'on va sentir, on va capter des informations comme un robot quand il va venir faire un point de soudure, on va capter des spikes et on va voir qu'il y a eu une anomalie et on va pouvoir la traiter avant que le défaut ne se propage. Donc voilà, deux exemples dans ce domaine-là, puis il y en a bien sûr d'autres côté supply chain. On a vu aussi par exemple un usage autour de la formation. J'ai pu m'initier un peu à la peinture dans la salle vraiment de peinture de la manufacture de Douai. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment aussi l'intérêt de cet aspect-là sur la formation? Alors, c'est la capacité pour nous finalement à former de manière très rapide nos opérateurs et sans être obligés entre guillemets d'abîmer une voiture, d'utiliser, là dans le cas de la peinture, d'utiliser des matériaux difficilement traitables et de s'entraîner, de faire bon du premier coup. Et vraiment dans l'environnement, vous avez pu voir qu'on a le vrai pistolet, on est gêné par le tuyau, il faut générer tout ça, il faut apprendre le bon geste. Et c'est cette immersion entre c'est le digital au terme des hommes, quoi. Vous avez l'avatar de l'installation, vous avez l'avatar de la voiture, tout ça est mixé et ça nous permet de jouer des scénarios de formation ou d'autres scénarios de prédiction. On a pu aussi voir l'exemple du ce qui peut être un peu la routine, on va dire, de l'opérateur sur la ligne de production. Donc il arrive, il se connecte à une tablette, il fait sa petite checklist et il est en lien directement avec le management pour signaler éventuellement un problème. Ça aussi, ça fait partie de l'amélioration des processus. On nous a expliqué qu'avant, ça passait beaucoup par du papier. Exactement, c'est beaucoup de papier et puis une difficulté à compiler et une difficulté finalement à comprendre l'ensemble. Donc il y a aussi une notion de traçabilité totale finalement, de savoir voilà, quelle voiture on a fabriquée, avec quel process, quelles pièces on a mis et qui a fait le job et avec toutes les formations, toutes les certifications associées à cette partie-là. On boucle en fait la boucle d'une traçabilité complètement exhaustive grâce à ce type de système. Et puis pour nos opérateurs, ça leur ouvre dans un univers de montage qui est très timé avec des temps de cycle. On leur donne des informations sur les voitures qui vont arriver, on leur met à disposition les petites vidéos de formation, des alertes, etc. Tout ça, ça élargit finalement le champ de vision. D'accord. Donc un environnement de travail vraiment moderne. On a vu aussi sur le contrôle qualité avec l'exemple un peu des pneus pour repérer finalement le petit numéro d'identification. Finalement, avant ça se faisait peut-être à l'œil nu et aujourd'hui avec un outil un peu mobile qu'on peut déployer facilement en usine, c'est tout géré par l'informatique. Ouais, et ça se faisait à l'œil nu mais difficilement puisque voilà, lire une indication sur un pneu, vous savez que c'est pas facile. Et donc l'IA vraiment apporte cet élément-là. Et moi, c'est peut-être un point qu'on n'a pas évoqué, mais c'est finalement en quoi ça change nous, dans nos organisations. C'est-à-dire que, en fait, de donner des informations en temps réel à nos opérationnels fait qu'une décision qui était autrefois prise par un directeur d'usine, aujourd'hui, c'est un chef d'atelier qui va la prendre. Ou c'était un responsable APRO qui allait intervenir, mais on va dire au bout de 2 jours, 3 jours, quand le problème côté supply devait être trop gros. Alors qu'aujourd'hui, le technicien APRO lui-même va voir la situation et va prendre la bonne décision. Donc c'est vraiment aussi le fait de permettre de donner une autonomie plus grande dans nos opérations grâce à cette démocratisation de l'information là-dessus. Ce qu'on disait dans les écoles de management, il faut toujours entre guillemets le speak with data. Là, il est vraiment rendu possible dans nos usines tous les matins et dans toutes nos routines de management. Vous disiez, pardon, j'ai mal compris le terme. Le speak with data, donc oui. le parler avec la donnée, hein, et donc entre guillemets pas faire des suppositions de dire voilà, etc. Non, de vraiment dire le problème c'est ça. Oui. Les données pour caractériser le problème aujourd'hui elles sont maintenant disponibles. Donc on fait plus des supputations. Il se serait passé ça. Non, il y a eu tel incident ou il y a eu telle dérive. On est capable factuellement et donc bien sûr derrière de proposer les solutions très rapidement pour y remédier. Un des usages qu'on a pu voir aussi, c'est cette fameuse tour de contrôle aussi numérique là, qui est aussi impressionnante parce qu'elle vous permet de voir un peu tous les flux, comme vous disiez, autour de l'usine. Exactement, donc c'est la partie
tour de contrôle côté supply chain, avec le fait qu'on a non seulement capté les données, mais on les a reliées entre elles, de manière à ce qu'elles puissent se parler. Donc à la fois un camion, son stock, son trajet, son parcours, le fournisseur où il va aller, etc. Et donc tout ça, c'est accessible en temps réel sur ce mur de données que vous avez pu voir pour justement prendre des décisions. Donc, Oui, d'accord. voilà. Et on voyait par exemple là dans le contexte actuel avec forcément des pénuries de différentes matières premières ou de composants, bien sûr avec la crise des semi-conducteurs. Donc ce métaverse, il va produire directement des semi-conducteurs, mais il va vous aider aussi à gérer peut-être des situations de tension au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Voilà, tout à fait. On va pas miraculeusement produire grâce au métaverse des nouveaux semi-conducteurs, mais par contre, on va pouvoir affecter, parce qu'on sait en temps réel quel client veut telle voiture ou quel process ou quel business est le plus rentable, pour affecter tout de suite le stock sur la bonne pièce et sur la bonne voiture. Donc c'est cette réactivité aux aléas qui est complètement changée, on va dire, par cette mise en œuvre. Oui, bien sûr. Donc une amélioration du processus de production et du suivi, on va dire, des flux logistiques pour le groupe Renault. Mais pour le client final, il y a aussi un intérêt, notamment en termes de qualité et peut-être d'amélioration des délais de livraison, qui est un enjeu central aussi, on le voit en ce moment. Oui, très clairement, le tracking qu'on a mis en place permet en fait de proposer finalement à nos équipes commerciales des offres de livraison ultra rapide ou de commandes ultra rapides, que ce soit dans nos équipes de Dacia ou chez Renault. C'est le programme Fast Track ou Open Go commercialement qu'on met en œuvre et qu'on va déployer progressivement sur l'ensemble de nos véhicules. Et c'est cette connaissance finalement intime de où sont nos pièces, où sont nos voitures, tous nos avatars, d'avoir un avatar numérique qui est le double de ce qui se passe dans nos usines, accessible à tout le monde. Pour rappeler un peu rapidement, Fast Track et Up and Go, c'est des programmes en fait, qui permettent d'avoir un véhicule plus rapidement si on accepte une certaine configuration. Comment on peut résumer ça finalement? Oui, à la fois une certaine configuration et puis donc entre guillemets un service premium de livraison rapide sur un certain nombre de modèles. Et c'est ce qu'on teste effectivement et ça marche très bien grâce aux nouveaux outils. On s'en rend bien compte avec les problèmes de délai de livraison en ce moment, c'est vraiment un avantage peut-être par rapport aux concurrents. Et sinon en termes de réduction des coûts et bien sûr un enjeu très important, l'enjeu environnemental, qu'est-ce que vous attendez aussi du déploiement de ce métaverse industriel? Effectivement, donc bien sûr sur l'énergie. En fait, le fait de capter les données en temps réel dans nos équipements, avec l'arrivée de la crise énergétique, on était nous déjà prédisposés pour faire ça. Donc on a pu très facilement finalement intégrer dans notre tour de contrôle les consommations en temps réel de nos machines pour jouer à la fois sur la consommation en termes de fabrication et aussi gérer ce qu'on appelle le talon énergétique. C'est la consommation quand une usine est arrêtée. Vous savez que les usines automobiles sont très grandes. Il faut vraiment travailler en profondeur. Et donc cette année, on a plus d'une 12% de réduction sur nos consommations et on se projette vers des réductions très significatives grâce à ça. Alors encore une fois, c'est pas le métaverse non plus qui va produire de l'électricité décarbonée, mais par contre, le métaverse va aider à ne pas consommer 1 kWh de gaz ou il va aider à ne pas consommer 1 kWh d'électricité grâce à l'optimisation de nos process. Vous avez créé un outil performance qui vous permet aujourd'hui aussi de le proposer à vos concurrents ou à d'autres, on va dire, groupes industriels? Oui, alors cet outil de captage de données et de standardisation des données qui est vraiment unique, c'est quelque chose qu'on est en train qu'on commercialise avec un partenariat avec la société Atos. Atos qui est un grand acteur dans la partie informatique. Et donc on joue sur la complémentarité entre finalement une solution industrielle, automatisme très pragmatique de Renault et la capacité d'Atos de l'industrialiser ailleurs, chez d'autres clients. Voilà. D'accord. Vous voyez déjà des évolutions à ce métaverse, qu'on parle d'industrie 4.0, mais on entend déjà parler de 5.0. Quel est votre regard là-dessus et sur comment va évoluer, on va dire, l'industrie dans les 10 prochaines années? Alors sur cette partie-là, je ne sais pas si c'est nécessaire de passer au 5.0, je pense pas. Je pense que déjà vraiment de faire cette transformation complète, d'avoir cet avatar numérique accessible partout en temps réel et
permettre à la fois de faire de la simulation, de la prédiction et de se rejouer finalement le sim quand on a eu des incidents. Ça va bien au-delà du pur jumeau numérique. C'est vraiment pour moi l'évolution du jumeau numérique avec des potentiels de gains très importants pour nous. Avec ces outils numériques très performants, la réduction de coûts elle est estimée par Renault de l'ordre de 320 millions d'euros d'ici à 2025. On attend également une optimisation des stocks avec une réduction donc, de ces mêmes stocks de 20 à 30%. Et sur le plan environnemental, pour arriver à la neutralité carbone, l'objectif c'est 2025 pour Electricity, donc le futur pôle d'assemblage électrique que Renault est en train de constituer dans le nord de la France. Pour l'Europe, ce sera 2030 et pour le monde entier, 2050. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'essai. Allez, du virtuel, on repasse au réel avec l'essai de la semaine. C'est le best-seller de BMW, le XE1, qui revient dans une toute nouvelle version. Et c'est un essai de Julien Bonnet et Sébastien Rouet. Depuis la première génération du X1 lancé en 2009, c'est devenu un des best-sellers de BMW avec 2,7 millions d'unités vendues dans le monde. Le SUV compact, lancé à l'époque pour proposer une alternative plus accessible au X3, il s'impose même comme une des meilleures ventes en France pour la marque munichoise ces dernières années. On découvre aujourd'hui cette troisième génération avec un look largement modernisé, notamment au niveau des faces avant et arrière qui reprennent les derniers éléments design de la gamme X. Côté dimension, il y a finalement peu d'évolution. Au niveau de la longueur, par exemple, on est à 4,50 m, donc un gain d'un peu plus de 5 cm. Mais la vraie nouveauté, elle se situe en fait sous le capot, puisque ce modèle, il va être lancé avec 4 motorisations différentes, 2 thermiques, une essence, une diesel, une hybride rechargeable et aussi une version 100% électrique. Comme BMW démarre la commercialisation des versions thermiques dans un premier temps, nous on a opté pour une version diesel qui représente encore plus d'un tiers des ventes en France depuis le début de l'année sur le X1 de précédente génération. Mais des nouveautés, il y en a aussi beaucoup à l'intérieur. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble. À l'intérieur de ce nouveau BMW X1, on découvre une planche de bord largement modernisée. Ça commence par cette dalle donc derrière le volant qui est divisée en deux parties. Donc juste derrière le volant, l'écran de décompteur qui va m'afficher les indications nécessaires pendant la conduite. Et à droite, une partie tactile pour la navigation et l'infodivertissement. C'est une volonté de BMW depuis maintenant plusieurs modèles de vraiment épurer les intérieurs. Et en effet, c'est vrai qu'on a peu de boutons à part les raccourcis sur le volant. Et par exemple au niveau de la climatisation, ça va passer pas mal en tactile avec seulement 2 raccourcis, un pour le désembuage des vitres avant et un pour le désembuage des vitres arrière. On a également dans le prolongement de cet décodoir central 2 petits porte-gobelets et un support pour téléphone portable avec recharge à induction avec un petit rabat qui va permettre de sécuriser le téléphone, éviter qu'il bouge trop pendant la conduite. Comme on est dans un véhicule qui se veut aussi familial, on a 3 places à l'arrière avec pas mal d'espace pour les passagers et également 2 ports USB qui leur sont destinés. Et on a également un coffre d'une capacité de 540 litres qui gagne 50 litres par rapport à la précédente génération. Mais on va voir tout de suite sur la route ce que donne ce nouveau BMW X1. Donc nous, pour notre modèle d'essai, on a opté pour la version 18D S-Drive. Donc en fait, c'est l'entrée de gamme diesel, donc uniquement en traction. Il y a aussi un autre moteur diesel qui lui est proposé en transmission intégrale X-Drive. Donc nous, notre moteur il fait 150 chevaux, donc c'est une puissance assez raisonnable en diesel. En tout cas, le véhicule il reste assez péchu comme ça. Alors les points forts de cette motorisation, c'est qu'elle reste déjà assez silencieuse tout en gardant son dynamisme. On a même un mode sport sur la boîte de vitesse qui va permettre d'avoir des performances un peu plus élevées et ça c'est pratique si on veut une conduite un peu plus dynamique. Mais le vrai gros point fort, c'est au niveau de la consommation sur notre trajet d'un peu plus de 200 km mêlant à la fois autoroute mais aussi des zones urbaines avec des bouchons ou des zones de montagne, finalement on est ressorti avec une consommation de 6 litres au 100 et ça c'est assez impressionnant. Ce qui nous a surpris sinon quand on a pris en main le véhicule, c'est qu'on a un véhicule très bien équipé avec le niveau de finition d'ailleurs le plus élevé, M Sport, mais on a un simple régulateur de vitesse classique. Pour avoir le régulateur de vitesse adaptatif avec le suivi des lignes de la route, ce qui est quand même assez agréable sur les conduites par exemple sur autoroute ou dans les bouchons, en fait il faut souscrire un pack supplémentaire, le pack Drive S6 Plus. Mais en fait le véhicule il est déjà équipé des équipements nécessaires, donc vous allez pouvoir souscrire l'option directement depuis l'écran avec le choix d'opter pour un essai de 3 mois gratuit ou d'y souscrire pour une certaine somme en fonction de la durée ou le prix du pack pour une utilisation illimitée.
Malgré des grandes zones urbaines qui se ferment progressivement aux véhicules diesel, cette version 18D reste donc intéressante, en particulier pour les gros rouleurs. Surtout dans un contexte où les prix du gazole se stabilisent alors que ceux de l'électricité flambent dans le contexte de la guerre en Ukraine. À court et moyen terme, sur ce nouvel X1, BMW tape d'ailleurs sur une répartition complètement équilibrée des ventes, donc à 25% diesel, 25% essence, 25% hybride rechargeable et enfin 25% en 100% électrique. Cette version 18D, elle démarre à partir de 42 200 € et pour notre modèle d'essai, en finition M Sport, il faut compter un tarif final de 52 800 €. Point intéressant, avec des émissions de CO2 assez limitées, ces versions diesel finalement elles limitent le malus automobile à 650 € au maximum, alors que sur les versions essence qui vont consommer plus, on peut s'attendre à une surtaxe de l'ordre de 3 000 €. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, en région. Et du diesel, on passe à l'hydrogène, puisque lors du dernier mondial de l'automobile, Julien Bonnet et Bastien Potty sont allés à la rencontre d'HRS. C'est une PME zéroise qui est spécialisée dans les bornes de recharge à hydrogène. On parle beaucoup mobilité hydrogène sur ce mondial de l'auto 2022 et pour cause sont exposés différents véhicules à la fois particuliers, utilitaires légers ou encore des scooters et bientôt ce sera des camions qu'on verra sur nos routes en Europe qui rouleront à l'hydrogène. Mais pour alimenter ces véhicules, il faut bien sûr des stations et c'est justement la spécialité de HRS, une société française basée du côté de Grenoble. On en parle tout de suite avec son directeur général, Olivier Derez. Olivier Dez, bonjour. Donc, bonjour. Vous êtes dirigeant chez HRS. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous résumer un peu l'activité de la société? Tout à fait. Donc, HRS est une société qui a été créée en 2004 par notre actuel président directeur général, M. Hassen Rachidi. Donc, une société de tuyauterie industrielle au départ, basée à côté de Grenoble, à Champs-sur-Drac. Et depuis 2009, on est engagé dans l'assemblage et la fabrication des stations de ravitaillement pour véhicules hydrogène. Et depuis 2009, on est devenu un pure player, c'est-à-dire qu'on ne fait que les stations de ravitaillement pour véhicules hydrogène. Alors on parle de plus en plus d'hydrogène, au mondial de l'auto c'est assez présent, mais finalement on voit encore peu de stations. Finalement c'est quoi la différence avec une station-service qu'on a l'habitude de fréquenter? Alors dans une station hydrogène, la différence c'est qu'on va gérer du gaz, donc pour recharger, recomprimer les réservoirs des véhicules. Donc ça demande de la compression, ça va demander du froid et beaucoup d'ingénierie et de technologie pour gérer tout ça. Donc Olivier, là on se trouve face à une station hydrogène commercialisée par HRS. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu comment se déroule un plein de véhicules à hydrogène? Oui, tout à fait. Donc là, vous voyez qu'on a la borne qu'on contient plusieurs pistolets. Donc un pistolet pour les véhicules à 700 bars, un pistolet pour les véhicules à 350 bars et puis un pistolet au milieu pour les véhicules lourds, ce qu'on appelle 350 bars high flow pour les gros débits. Donc le pistolet se décroche comme un pistolet pour voiture essence ou électrique. Ce pistolet a une partie centrale qui va permettre d'injecter l'hydrogène, une partie circulaire là, qui va permettre d'avoir une communication avec le véhicule parce que pour pouvoir recharger vite, il faut monitorer en permanence la pression, la température du véhicule et donc c'est ce qui permet de faire tout ça. Alors une fois que vous avez branché le pistolet sur le véhicule, il suffit d'aller sur la face avant, d'appuyer sur le bouton et la station gère complètement le plein en autonomie et en discussion avec le véhicule. Au niveau du coût de la recharge, actuellement on est à peu près à combien le kilo d'hydrogène et ce serait quoi l'objectif à terme? Donc aujourd'hui on est à peu près à 10 € du kilo de l'hydrogène distribué dans le véhicule, sachant que dans cette partie des 10 € du kilo, il y a à peu près 1 à 2 € qui correspond à la molécule. Le reste c'est le transport et la distribution. Vous le voyez sur la station tout à l'heure, au niveau de la température notamment, vous m'expliquez qu'il faut vraiment descendre à des températures très basses pour assurer la livraison, c'est ça? Tout à fait, oui. Pour pouvoir recomprimer rapidement, surtout rapidement les véhicules, il faut refroidir l'hydrogène à moins 40 degrés pour pouvoir atteindre ces niveaux de performance. Et la comparaison qu'on peut faire aussi, parce que ça pour le coup on en voit de plus en plus, par rapport aux stations avec des bornes de recharge électrique, la différence avec une station hydrogène? Alors, la différence déjà du véhicule hydrogène peut-être, c'est que le véhicule hydrogène, on recharge avec de l'hydrogène et il va produire sa propre électricité dans ce qu'on appelle la pile à combustible, et on a des acteurs quand même aujourd'hui en France importants là-dedans, comme Symbio par exemple, qui est aussi dans la région lyonnaise. Et
La différence, ça va être que vous rechargez du gaz. Après, la station en elle-même va être un peu plus conséquente puisque vous allez quand même avoir une partie compression, une partie stockage, une partie froid comme on a rapidement évoqué. Donc c'est ce qui fait la grosse différence aujourd'hui. Par contre, la quantité d'énergie qu'on va transférer dans le véhicule est beaucoup plus importante puisqu'aujourd'hui, si on fait un rapide calcul et quand on fait le plein de 5 kg en 5 minutes, c'est l'équivalent de 2 MW de chargeur électrique. Pour vous, l'hydrogène, ça va se développer principalement sur quel aspect en fait, de la mobilité? Plutôt le poids lourd, plutôt le véhicule individuel, utilitaire Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, le gros intérêt de l'hydrogène, ça va être plus quand on a besoin d'usage intensif, donc de pouvoir avoir un véhicule disponible tout le temps ou d'embarquer des charges lourdes. Donc ce qu'on voit aujourd'hui arriver, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au salon, c'est qu'on a des fabricants plutôt de véhicules utilitaires légers comme Hyvia, comme Stellantis, qui proposent des véhicules pour les professionnels, pour la messagerie, pour ce genre d'activité. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que les constructeurs automobiles de camions ont un gros intérêt aujourd'hui avec des Hyzon, des Volvo, tous les Mercedes et autres qui sont aujourd'hui très actifs pour développer des véhicules. Alors ils annoncent des véhicules plutôt vers 2025. Et puis finalement, quand même aussi les véhicules grand tourisme, puisqu'aujourd'hui c'est quand même les véhicules qui sont disponibles. Donc vous avez Toyota, vous avez Hyundai, et puis dernièrement BMW avec son X5 qui a annoncé pour eux que l'hydrogène serait la prochaine mobilité pour les véhicules. Okay. Et on sait que finalement un acteur comme Opium, par exemple, avec sa Machina, attend beaucoup bien sûr du réseau de distribution d'hydrogène pour ses premiers clients. Vous, le timing, il vous semble bon ou ils sont peut-être un peu trop en avance pour un tel véhicule et avoir le bon réseau à temps? Non, aujourd'hui nous on est prêts. Nous on a une technologie déjà qu'on développe et qui est prêt. Qui marche puisqu'on a installé déjà des stations à La Roche-sur-Yon, une station à Saint-Priest. Voilà, donc on est en train avec Hype, on est en train d'installer des stations sur Paris. Donc nous, la technologie, elle est là. On déploie déjà de l'infrastructure, donc c'est vraiment la mobilité d'aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro d'En route pour demain. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.